Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de venir nous suivre pour cette table ronde. Messieurs, vous avez chacun un micro en principe, hein, donc, voilà. Donc on n'aura pas de slide. Donc, voilà, vous allez pouvoir repérer qui parle pendant cette table ronde. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Je vais également vous parler du sujet. Je suis Florence Pibaro, je suis la directrice du CLUSIF. CLUSIF est une association professionnelle de cybersécurité. On est sur le salon, vous pourrez nous retrouver. Mais là n'est pas l'objectif de notre table ronde. Mise en conformité, survivre au tsunami réglementaire. Alors quand j'ai vu le titre, et on va s'interroger avec les intervenants, c'est vrai que depuis quelques années, le monde de l'industrie de la cybersécurité, et bien au-delà de l'IT, semble submergé par beaucoup de réglementations, de règlements, de directives nationales, européennes, plus l'extraterritorialité. Donc c'est vrai que parfois il peut y avoir de la confusion, parfois on peut se sentir démuni, surtout pour les petites structures qui sont à peine au courant ou qui se disent comment faire. Donc on va essayer de voir comment on peut, de toute façon ces réglementations existent, même si certaines mettent un peu du temps à être transposées dans le droit national, comment on peut justement intégrer ces différentes réglementations, comment on peut également en faire des opportunités. Bien sûr, il y a des contraintes, mais il y a aussi des opportunités. C'est aussi un message positif que nous voulons porter avec les différents intervenants. Donc cette table ronde va durer 1h15. Nous allons échanger avec les 5 intervenants que je vais vous présenter. Je laisserai un peu de temps à la fin pour les questions-réponses que vous pourrez avoir avec les uns et les autres. Bon, si vous n'avez pas de questions, je pense que chacun est encore là après la table ronde, au moins un petit peu quelques instants pour soit on vient vous voir sur vos stands, soit vous porterez peut-être prêt pour l'échange. Alors, je vais commencer avec Mathieu Audibert. Donc, Mathieu, alors, c'est peut-être pas dans l'ordre, moi j'ai pas le même ordre de slide, mais c'est pas très grave. Mathieu Audibert, vous êtes officier de gendarmerie depuis plus de 15 ans. En alternance avec des postes de commandement opérationnel en sécurité publique, vous avez développé une expertise juridique dans la lutte contre la cybercriminalité. Et vous êtes docteur en droit privé et sciences criminelles de Paris-Nanterre. Et vous avez soutenu, alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises, vous avez soutenu en novembre 2024 une thèse sur le recueil de la preuve numérique, enjeux et perspectives en procédure pénale. Et vous êtes l'un des auteurs du Code de la cybersécurité, édité chez Dalloz. C'est parfait. Alors j'ai repris votre bio sur le site, alors comme c'est vous qui l'avez écrit, j'espère qu'on est fidèle. Emmanuel Orlando, Emmanuel, plus de 20 ans d'expérience dans la cybersécurité. Tu es en charge de la gouvernance cyber du groupe Dassault Systèmes, donc très actif dans la communauté cyber française. Et on peut le dire, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Emmanuel. Et tu es également administrateur du CESIN, qui est également une honorable association de cybersécurité. Bonjour tout le monde. Gérard Haas, avocat au barreau de Paris. Alors, je ne vais peut-être pas citer tout, parce que vous avez pas mal de casquettes, hein, Gérard. Président du réseau Jessica, membre de l'UIA, mandataire agréé auprès de l'OHMI, beaucoup d'acronymes, docteur en droit, rédacteur en chef du Dalloz ITIP, professeur à l'ESP Europe, professeur à HEC, membre de l'Association nationale des docteurs en droit. Bonjour à tous. Julien Bevelet, CEO et fondateur de MinSlabs, plateforme de SaaS AI native de cyber, GRC, qui rapproche gouvernance cyber et opération terrain. Avant l'entrepreneuriat, vous avez passé plusieurs années chez Accenture Security, vous êtes diplômé du MSc in Cyber de l'École Polytechnique et vous animez le Cyber Collective Lab, qui est une communauté de plus de 25 CISO et responsable GRC, dédié au partage entre pairs, et vous êtes natif de Lille, donc vous êtes revenu au pays. Exactement, j'ai jamais bougé, donc ravi d'être parmi vous. Et je pense que Michael, CEO et fondateur de Contrôle, formé à l'ENS, École normale supérieure. Vous avez servi au ministère de l'économie au sein du corps des mines,
pour piloter des politiques publiques d'innovation dans le numérique. Et vous avez fondé Contrôle pour aider le tissu des PME et ETI à déployer une cybersécurité efficace. Et on verra en effet que, comme je le rappelais, pour les PME, les ETI, toutes ces réglementations, alors qu'elles en ont plein à gérer, qu'elles n'ont pas forcément des directeurs juridiques dans leur entreprise, c'est parfois difficile et qu'on a besoin d'outils. Donc vous nous expliquerez avec Julien comment justement on peut faire face à toute cette masse. Et donc Contrôle, une plateforme à destination des experts cyber qui leur permet d'industrialiser leur diagnostic et accompagnement. Je pense que tous les deux, vous avez des stands aussi sur le forum, donc on pourra vous retrouver. Alors, si on rentre vraiment, comme je vous disais, quand j'ai vu l'intitulé du sujet, est-ce qu'on peut parler vraiment de tsunami? Je rappelle, j'ai pris mon petit Robert, parce que je suis d'une génération où on regardait encore le petit Robert. Donc, tsunami, grosse vague générée par une éruption volcanique, un tremblement de terre. On a tous en tête des tsunamis qui ont été des catastrophes avec des milliers de morts. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'énorme et surtout qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on n'arrive presque pas à prévenir. Donc est-ce que le terme est judicieux ou est-ce que le terme peut-être est là pour marquer les esprits? Alors je vais peut-être commencer avec toi, Emmanuel, sur ce sujet. Eh bien, écoute, le tsunami, finalement, j'ai préparé un peu cette session en disant, oui, en ce moment, en Europe, on vit quand même pas mal d'expériences en termes de nouvelles régulations. On attend encore quelques lois, un petit message à notre gouvernement, mais en fait, j'ai fait un bilan à Dassault Systèmes et on se rend compte qu'on a une quinzaine de pays où on a besoin de faire attention au niveau réglementaire et au niveau loi locale. Et on se retrouve avec une quarantaine de règlements à appliquer, peut-être un petit peu plus. Voilà, 15 pays, 40 règlements différents. Et pas seulement en Europe en plus. Pas seulement en Europe, à l'international. Oui, là on parle globalement. Oui. Voilà, tout à fait. Donc le tsunami il commence à avoir une belle petite taille. L'impact n'est pas négligeable, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'il n'est pas si galvaudé que ça finalement. Gérard, tsunami, grosse vague seulement? Alors, vous l'avez très bien dit, Florence. Il y a évidemment un phénomène pour le public de tsunami, pour les entreprises de tsunami. Mais normalement, ce qui est réglementaire, c'est fait pour survivre. C'est fait pour donner des indicateurs et permettre de trouver des solutions. Donc, quelque part, le réglementaire permet de survivre. Et donc, on peut regarder derrière ça que ça peut être aussi un grand cadre pour des opportunités. Bien. Oui, je pense que le thème n'est pas forcément galvaudé. Je pense que c'est aussi ce que vivent certaines organisations, comme tu l'as introduit, Florence. Maintenant, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a un peu vu arriver et face à laquelle on ne s'est pas préparé non plus. Je pense que Nice 1, c'était 2016, on a eu Dora 2022. Je pense que voilà, pour le coup, il y a eu des signaux indicateurs qui nous ont permis de dire ok, c'est pas une surprise réglementaire qu'on subit. Pour les grandes entreprises, parce que Nice 1, ouais, enfin bon, il y a encore des gens qui écrivent Nice NICE, hein, bon c'est voilà, mais Nice 1 pour les petites entreprises, d'abord elles se sentaient pas concernées, elles n'étaient pas vraiment concernées, donc. Complètement. Et pour le coup, je pense que voilà, il y a ce qui crée aussi cet effet de tsunami, c'est la simultanéité. L'AI Act, CRA, Nice 2, en 24-36 mois, un texte arrive, on a à peine le temps de le digérer, finalement, qu'un autre arrive. Je pense que c'est cet effet-là qui crée aussi cette notion de tsunami. Et il y en a encore dans les tiroirs. Et oui, le tsunami, et d'ailleurs, si on regarde d'où vient un tsunami, c'est un tremblement de terre au départ, en général. Et effectivement, on peut se dire que ce tremblement de terre, c'est l'ensemble des incidents. Et on ne compte plus maintenant, malheureusement, l'impact, la proportion des gens qui sont concernés par des fuites de données ou des entreprises qui sont concernées par des fuites de données. Et donc, effectivement, ces régulations, comme tu l'as dit, qui s'empilent, parce que chacun cherche à répondre à ce tremblement de terre des attaques, il finit par toucher les plus grosses entreprises. Là où ça peut être plus une surprise, c'est justement chez les PME et les ETI, puisque cette population que je vois au quotidien, elle ne s'attendait pas forcément à cette vague-là, parce qu'elle se disait justement, bon, les dates d'application, c'est plus loin, les textes ne sont pas encore sortis, etc. Sauf qu'ils ont en avance de phase, justement, les grands donneurs d'ordre qui se mettent à déjà être conformes, et donc qui, eux, imposent aux plus petits
d'être conformes à du NIS 2, à du DORA simplifié, s'ils sont sous-traitants de gens qui sont concernés. Donc en fait, finalement, ils deviennent concernés un peu plus tôt parfois que ce à quoi ils s'attendaient, ou alors même ils n'étaient même pas encore au courant. Et le tsunami, malheureusement, il peut emporter des contrats. C'est-à-dire que le contrat avec un sous-traitant va s'arrêter au renouvellement parce qu'il n'est pas capable de montrer qu'il sécurise son donneur d'ordre. Ce qu'on voit actuellement, c'est la statistique, c'est autour de 2/3 des attaques l'an dernier sur les plus grosses entreprises sont passées par des sous-traitants. Par la supply chain. Mais on y reviendra aussi Voilà. pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. Mathieu, je vous ai gardé pour la fin pour répondre à cette question parce que vous voulez aussi temporiser. On reviendra sur la partie opportunité. Peut-être que vous n'emploierez pas ce terme tsunami. Non, effectivement, parce que un tsunami, par principe, c'est quelque chose qui est destructeur. Après le passage de la vague, tsunami, il ne reste rien, ou un champ de ruines. En réalité, le tsunami, ce n'est pas la réglementation, c'est la cybercriminalité. Ce sont les cyberattaques qui, le cas échéant, en fonction des dommages qu'elles causent, vont effectivement laisser un champ de ruines. Je vous renvoie aux principales cyberattaques qu'on a pu connaître ces dernières années, de la crise du Covid jusqu'à maintenant. Et la réglementation, finalement, si elle peut apparaître au départ, naturellement, comme une forte contrainte, il faut essayer d'aller au-delà, et au-delà de ce que finalement cette vague pourrait représenter, étant précisé que je ne crois pas à un tsunami réglementaire. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais vraiment comme un levier stratégique, et je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir. Et juste pour essayer de, même s'il est bientôt l'heure du repas, hein, mais pour se dynamiser un peu, quand on est face à une vague, il y a deux solutions. Soit on ne bouge pas, et donc on prend la vague, le tsunami, et du coup on boit la tasse. Soit on essaye de passer au-dessus de la vague, de la surfer par exemple, si vous savez faire du surf ou du bodyboard, et de telle manière à ne pas boire la tasse. Et j'aime bien cette image parce qu'en réalité, face aux normes juridiques, il y a des méthodes pour se transformer, parce que les normes juridiques concernent aussi l'administration d'ailleurs, hein, le ministère au sein duquel je travaille. Mais en tout état de cause, il ne faut pas subir. Gérard, oui. Alors, je voudrais dire, c'est intéressant, vous avez vu, on a posé une question, survivre au tsunami réglementaire, et on a maintenant une autre approche, c'est surmonter une vague réglementaire. Et ceci est passionnant parce que, effectivement, comme cela vient d'être souligné, ce qui est réglementaire, normalement, doit pouvoir être surmonté, puisque finalement, c'est des règles qui sont mises en place pour répondre à un véritable enjeu qui est celui des cybermenaces. Donc finalement, peut-être on est moins pour survivre, mais plutôt pour surmonter, et peut-être qu'effectivement, on peut voir les contraintes que cela impose. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux changements, puisqu'il y a eu une flopée. Aujourd'hui, on demande aux entreprises non plus de subir, mais de réagir. De réagir. Et on va aussi un petit peu rentrer dans ces détails. Emmanuel, je t'ai vu un peu tiquer quand on a parlé de surf sur la vague. Ça n'a pas l'air d'être ton sport préféré. Mais au-delà de ça, pourquoi on en est arrivé là à ce... Alors, je vais quand même employer le mot déferlement. Donc, qui est peut-être moins violent que le tsunami, mais enfin, on a quand même eu, en effet, et ça a été rappelé, beaucoup de règlements, de directives, etc., qui sont arrivés en quelques mois. Alors, pas toutes les semaines, mais c'est vrai que je me souviens même à un moment donné, je crois que c'était il y a 2 ans, Vincent Strubel, le patron de l'ANSSI, qui dit ça serait peut-être bien que le régulateur nous permette de souffler un peu le temps qu'on intègre. Et on voit en effet que c'est long à intégrer. C'est pas parce qu'il y a une directive, même un règlement comme le RGPD, 2018, on est 8 ans après, on voit que c'est pas bon. Il peut y avoir des changements. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce que on a la cybercriminalité, ça a été rappelé, mais pas que. Bon, moi, j'ai l'impression effectivement qu'on a les criminels qui ont toujours une petite longueur d'avance, qui nous obligent à se structurer à la fois dans le public et dans le privé. Donc oui, je vais atténuer un peu mon propos de tout à l'heure en disant que la vague est nécessaire. Néanmoins, les impacts sont mesurables. Enfin, quand on a 2%, 5%, 4% de chiffre d'affaires de la société au niveau groupe, au niveau international, qui est dans la balance, on a un vrai risque quand même que la vague nous emporte. Et aussi bon surfeur que l'on puisse être, à un moment donné... Le tsunami, quand il rencontre la Terre, ça fait très mal. Donc, comment s'organiser ? C'est tout le but, je pense, de cette table ronde aujourd'hui, c'est d'expliquer un petit peu comment on se structure, comment on fait face. Mais
l'impact aussi vient de la dimension un peu géopolitique que l'on a. Si on se retrouve avec 15, 20 pays qui ont fait des législations relativement similaires, parce que tout tourne autour de la donnée privée, des impacts sur les attaques cybercriminelles et comment on y fait face, c'est qu'il y a aussi une tendance à l'international où il y a des tensions, où il y a des enjeux pour chacun qui viennent se compléter, qui viennent des fois se chevaucher. On voit bien qu'il y a le camp un petit peu américain, il y a le camp européen, et puis il y a le camp asiatique autour de la Chine. Tout le monde a envie de faire sa propre réglementation et aussi de protéger ses assets nationaux. Ce qu'on peut comprendre, néanmoins, du coup, je vous le redis, la vague, elle commence à avoir une belle hauteur. Elle commence à avoir, pardon, là ? Elle commence à avoir une belle hauteur. Oui. Et alors, Gérard, vous avez senti justement ce durcissement réglementaire parce que, à cause de la conjoncture telle qu'elle a été présentée par Emmanuel et Mathieu ? Alors, il y a eu une évolution, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on était dans des systèmes de cybersurveillance, de sécurité interne des entreprises. À partir du moment où le RGPD est arrivé et il y a eu la responsabilité du responsable de traitement, les donnes ont changé parce que sont apparues en fait les problématiques de fuite de données. Le problème aussi, c'est que nous n'avions pas des plateformes qui permettaient notamment de garantir une certaine souveraineté. Il y avait des transferts, il n'y avait pas des réciprocités. Donc il y a eu de vrais enjeux. Également, on a eu beaucoup d'attaques qui se sont produites, venant essentiellement de la Russie, mais pas que. Et les entreprises, finalement, elles étaient là, elles surmontaient la conformité, mais c'était un mal nécessaire et pas un bien nécessaire. Et donc, les régulateurs, à un moment donné, ont dit « stop, ça suffit ». Il faut maintenant donner des règles et montrer que la conformité est nécessaire et que vous devez vous protéger. D'autant plus qu'une entreprise ne peut pas riposter, elle ne peut que se défendre. Donc c'est aussi un point important. Et à partir du moment où vous devez vous défendre, il faut voir que la conformité est le seul moyen que vous avez pour être véritablement défendable. Donc c'est aussi un point important et c'est pour ça que ces conformités, en réalité, pour nous juristes, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de montrer que ce n'était pas intentionnel. C'est aussi un point, ce n'est pas une négligence. Et donc on voit que ça s'est monté, puis ensuite il y a des structures, des entreprises essentielles, des domaines qu'il fallait protéger, l'énergie, la santé, le transport, les télécoms. Et donc tout ça a fait qu'à un moment donné, on a mis en place des demandes de conformité qui étaient imposées aux responsables de traitement, mais aussi au comité d'administration des entreprises. NIS 2, DORA, etc. Et donc, on voit que ces conséquences, c'est des conformités qu'il faut mettre en place et on demande aux entreprises de résister. Alors, avant de donner la parole à Julien et Mickaël, peut-être Mathieu, justement, sur cette partie réglementaire, sur le rôle aussi des institutions publiques, sur le rôle de l'État, peut-être... Oui, effectivement, en substance, comme ça vient d'être dit, donc pourquoi est-ce qu'on réglemente le cyberespace? Pourquoi est-ce qu'on réglemente les données? Il y a la cybercriminalité, c'est inévitable. Si vous allez au stand du ministère de l'Intérieur, vous pouvez récupérer un exemplaire du dernier rapport sur l'état de la menace cybercriminelle. Il est aussi téléchargeable normalement depuis hier sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est gratuit, c'est public, hein, le service public bien évidemment. Donc il y a le volet cybercriminalité. Mais ça a déjà commencé à être dit, il ne faut pas oublier que dans le cyberespace, il y a un enjeu de souveraineté fondamentale. Nos données, vos données, puisque vous comme moi, nous sommes utilisateurs de solutions qui, pour l'écrasante majorité, ne sont pas européennes, nos données font l'objet d'un commerce à l'échelle mondiale avec des flux qui circulent et des gens qui achètent, qui revendent, etc. Ces entreprises viennent en Europe pour faire du business avec les données des Européens. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ces entreprises qui, pour l'écrasante majorité, ne sont pas européennes, ne sont pas françaises ou irlandaises, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne vient réglementer, encadrer leurs activités. Parce que l'Union européenne, la France, comme les autres États voisins, comme le cyberespace dans une certaine mesure, ça ne peut pas être une zone de non-droit. C'est intéressant de voir, si on remonte un peu dans le temps, mais je ne vais pas aller très, très loin, mais c'est intéressant de voir quelles ont été les réactions de l'Union européenne et plus largement des pays européens à la suite de l'adoption par les États-Unis du Cloud Act,
Le Cloud Act, qu'est-ce que c'est en une phrase? C'est un dispositif extraterritorial qui permet aux autorités américaines d'accéder à toutes les données qui sont détenues de manière légitime par des entreprises américaines. Peu importe que ces données soient situées à l'extérieur du territoire des États-Unis ou ne concernent pas des citoyens américains. Ce qui veut dire que si vous avez un compte Google, Apple ou Meta, vos données sont la plupart du temps dans des data centers dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne est venue réglementer cela, mais le droit américain permet au FBI, par exemple, ou à d'autres agences américaines d'accéder aux données des citoyens européens, qui pourtant, ces données n'ont que pour seul lien avec les États-Unis que l'entreprise qui les détient est américaine. Et donc, c'est là où on a des tensions géopolitiques et des tensions dans le cyberespace qui impliquent finalement cette vague réglementaire. Et j'en terminerai par là. L'écrasante majorité de ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, c'est aussi pour ça que, face à des dérives qui peuvent être constatées ou anticipées, le régulateur, qu'il soit européen ou national, intervient. Après, effectivement, on peut discuter sur le rythme, le volume des réglementations, ça c'est inévitable et c'est même sain comme débat, mais il faut voir cette dimension globale dans la réglementation. Oui, merci. Alors, avant d'essayer de voir comment on gère ce déferlement, cette abondance réglementaire, Julien et Michael, donc vous travaillez beaucoup avec les ETI, enfin vos plateformes proposent des solutions pour les ETI et les PME. L'idée ici n'est pas d'aller de stigmatiser ces petites et moyennes structures, parce qu'on sait très bien qu'un patron de PME et de il a des contraintes et aussi il doit produire, il doit payer ses salariés, il doit s'assurer que ses produits pouvant pas passer par le détroit d'Ormuz, ça va me coûter 3 fois plus cher à l'arrivée et comment je vais vendre ça à mes clients. Donc il a plein de priorités, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une prise de conscience un petit peu tardive de ces structures-là? Est-ce qu'elles se sont dit, et ça a été évoqué tout à l'heure, bon, j'ai du temps devant moi, on verra. Et puis là, aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence parce que les donneurs d'ordre disent allez, il faut se mettre en ordre de marche. Il y a urgence parce que le donneur d'ordre dit j'en ai marre d'être attaqué par ma supply chain. Donc, comment vos clients perçoivent cela? Je vous laisse successivement. Moi, je peux parler pour les grandes entreprises. Je trouve qu'il y a un vrai travail à la fois pédagogique de l'ANSSI qui a été fait avec des fiches d'accompagnement, de structuration. Moi, ce que je vois aussi auprès des grandes entreprises, c'est qu'il y a aussi une vraie collaboration qui s'inscrit avec leurs partenaires et justement leurs tiers pour les faire monter en maturité, pour les accompagner, parfois même partager des coûts sur des audits et sur des travaux communs. Donc moi, je vois plutôt que ça tend vers quelque chose de vertueux pour la cyber, entre les petites entreprises que tu vas forcément évoquer juste après et les grands comptes. Je pense qu'après, ce qui peut créer aussi de la confusion, c'est les différentes réglementations qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, qui parfois peuvent être appliquées à la même structure, à la même organisation, et du coup, il y a un travail aussi de corrélation entre ces différentes mesures. Donc voilà, moi je pense que ce qui est clé, c'est clairement la collaboration entre ces écosystèmes. C'est vrai, c'est quelque chose que je vois aussi. D'ailleurs, récemment, un grand groupe a offert la plateforme Control pendant 3 mois à une partie de ses sous-traitants pour que justement ils puissent monter en compétences et que ce ne soit pas seulement une sanction de dire on vous exige que vous soyez à ce niveau-là, mais aussi les outiller et les aider pour avancer sur ce chemin. Moi, ce que je vois aussi sur cette population, c'est qu'effectivement, elle n'est pas tout le temps au courant de justement les nouveaux textes, etc., mais que ça finit par avoir un effet positif parce que d'un autre côté, quand on se met à la place d'une plus petite entreprise, d'un dirigeant ou d'une dirigeante, se dire « je dois être en sécurité cyber », c'est un objectif qui est très flou. Et dans une entreprise, la direction, il faut qu'elle ait un objectif mesurable pour donner à des équipes en exécution ou bien même souscrire une prestation externe en disant « je veux atteindre cette ligne d'arrivée ». Quand il n'y a pas de référentiel et pas de grille de lecture, la direction ne sait pas tracer la ligne d'arrivée, donc elle ne sait pas mesurer l'avancement et donc finalement ça piétine. Ce que change la donne avec ces textes-là, c'est que ça donne une ligne d'arrivée. Donc on peut avoir une direction qui dit moi, débrouillez-vous, ou je prends un prestataire externe, dans 24 mois, je veux être ici.
Et ça permet à tout le monde de se donner une grille de lecture commune. Et ça, c'est très important opérationnellement. Du concret, le lundi matin, qu'est-ce qu'on fait? On avance sur notre roadmap. Alors, avant de vous laisser la parole, Gérard, parce que je vois que vous souhaitez ajouter quelque chose, l'un de vous m'a dit, et je trouve que c'est très pertinent lors de cette préparation, le cyber, finalement, rentre dans la normalité des autres risques opérationnels, comme par exemple le risque environnemental. C'est-à-dire que c'est aussi peut-être le message qu'on peut passer aux entreprises, c'est que certes, il y a du règlement, il y a des directives, il y a enfin plein de choses, une abondance, mais en même temps, c'est pareil pour les autres secteurs finalement. Je sais pas, c'est oui, complètement. C'est devenu, la cyber est devenue un risque systémique, et du coup, on peut plus se permettre juste de faire des recommandations. On se doit du coup de légiférer puisqu'il y a des impacts opérationnels, parfois même à l'échelle de l'État. Donc c'est un risque opérationnel, économique, géopolitique. Donc forcément la légifération va dans cette direction-là. Alors Michael, Emmanuel et Gérard. Et au sein d'une petite entreprise, les petites entreprises, elles sont capables de gérer de la complexité. Le code du travail, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un petit texte très facile à appliquer. Pourtant, il est appliqué. Il est plus gros que le code de la cyber. Le code de l'environnement, de la même manière, les industriels sont capables de l'appliquer. Ils mettent en place les process qu'il faut. Et il faut effectivement qu'on arrive à faire rentrer la cyber dans cette normalité d'une gestion d'un risque opérationnel. Emmanuel ? Oui, je voulais un petit peu rajouter par rapport à cette réglementation qui nous arrive, mais aussi au point de vue des entreprises. En fait, on se retrouve dans une situation où j'ai connu l'époque où la sécurité, c'était pas une option, c'était quelque chose que l'on voulait rajouter. On voulait faire bien, on voulait créer une relation de confiance avec ses clients. On faisait des ISO 27001, on faisait l'application de OASP dans le secteur du logiciel qui est le mien. On était de bonne volonté et on voulait créer quelque chose qui soit résilient. Là, maintenant, on n'a plus le choix. Voilà. Quand vous prenez le CRA, quand vous prenez NIS 2, vous êtes obligé d'appliquer une directive ou une loi. Le résultat doit être là. Il y a un petit besoin, si vous voulez, de garantie de résultat à la fin. Et c'est ça que les nouvelles réglementations nous apportent. On est en train de changer de paradigme. Ce n'est plus de l'optionnel, c'est de l'obligatoire. Voilà, et on parlera aussi d'approche par les risques, parce que c'est aussi un changement également presque de paradigme. Gérard, vous vouliez... J'allais parler de l'approche par les risques. En fait, c'est cette idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que traditionnellement, lorsqu'une entreprise, elle assume l'intégralité des responsabilités qu'elle fait. Mais pour pouvoir apporter les éléments, il faut qu'elle commette une faute. Bon. Le souci que l'on a, c'est que lorsque l'on est face à des risques, c'est beaucoup plus compliqué d'apporter la preuve d'une faute, parce que le risque zéro, il n'existe pas. Donc la meilleure solution que l'on met en place, c'est de considérer qu'on est sur les bases d'une conformité. Donc la conformité permet de gérer les risques, permet de démontrer qu'il y a une approche qui permet de justifier que l'entreprise a fait tout ce qui était nécessaire pour ne pas être... Alors c'est pour ça que le lien avec l'environnement est très intéressant, parce que si vous voulez, en matière environnementale, c'est sur la base du principe de précaution, et il a été décliné le préjudice par négligence. Et donc, si vous voulez, le seul moyen que l'on a pour pouvoir remonter tout ça, c'est d'avoir une bonne conformité pour montrer que l'on n'est pas dans une négligence et qu'effectivement, on est dans un risque. Parce que lorsque l'on est avec des autorités de régulation, et ça c'est un autre point qu'il faut montrer, lorsqu'elles sanctionnent, parce qu'il y a aussi le contre-coup d'une attaque, c'est en fait, on est un établissement responsable et on doit pouvoir répondre de tous ces dommages, eh bien, on constate le manquement, et c'est le manquement qui ouvre la sanction. Donc vous pouvez après montrer qu'il n'y avait pas de problématique, mais c'est le manquement qui fait qu'il y a sanction. Donc vous comprenez, il y a toute une démarche aujourd'hui qui est paradoxal, qui fait que, comme ça a été dit, la conformité, elle est mise en place pour pouvoir permettre aux organisations de montrer qu'elles sont défendables, et surtout ce que veut faire le régulateur européen, c'est qu'il cherche, au-delà de la conformité, à créer une maturité
de résilience pour montrer que ce n'est pas une fatalité. Et c'est en cela que tous ces règlements viennent, si vous voulez, renforcer une démarche qui n'est pas, ce que je disais, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est un bien nécessaire. Alors justement, ça me fait penser à une question pour vous, Mathieu. On a parlé de conformité, donc pour répondre à un manquement. Vous m'avez parlé aussi de confiance. Ça veut dire qu'on doit également peut-être c'est récupérer la confiance de ses clients, du citoyen. Voilà, on est aussi dans cette démarche-là. On est peut-être arrivé à un point. C'est vrai, quand on voit la masse de fuites de données et les informations qui circulent dans la presse grand public. On n'a pas besoin de lire de la presse spécialisée, d'aller sur les sites hyper spécialisés. Je pense qu'on vous pose la question. De toute façon, vous êtes là aussi, vous recueillez des témoignages, vous avez des plaintes émanant de particuliers et d'entreprises. Il y a un risque de rupture de confiance qu'on a besoin aussi. Alors, la réglementation est un moyen, pas le seul, mais on a besoin de récupérer cette confiance. La réglementation vient en soutien de la confiance ou peut venir créer de la confiance. Après, il ne faut pas se voiler la face. Le droit, le fait de faire des normes, des règles juridiques, ça ne peut pas, par définition, d'un claquement de doigts, créer de la confiance. Par contre, ça peut venir corriger, mieux accompagner certains process. Je vais vous donner un exemple. Il y a bientôt 2 ans, donc en 2023, une loi a été adoptée en France qu'on appelle la loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, la LOPMI, qui comprend un chapitre qui est très intéressant, qui est relatif à la lutte contre la cybercriminalité. Je vais m'arrêter sur un point en particulier, c'est l'encadrement de la prise en charge du risque assurantiel cyber. Pourquoi ? Donc la situation qui avait été identifiée par différents acteurs de l'État, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou l'ANSSI, les services du Premier ministre, c'est que des entreprises avaient des contrats d'assurance pour être assurées en cas de cyberattaque. Et avec des assureurs qui payaient parfois, qui pouvaient payer la fameuse rançon à la suite d'une attaque par rançon logiciel ou ransomware en anglais. Et le problème, c'est que du coup, ces cyberattaques au préjudice d'entreprises françaises passaient sous les radars. Passaient sous les radars des autorités judiciaires, les procureurs et les magistrats du siège, passaient au radar des gendarmes, des policiers, et passaient aussi aux gendarmes sous le radar de la CNIL. Pourquoi ? Parce que quand il y a une fuite de données, ce dont vous parliez à l'instant, il y a une obligation de signalement de notification à la CNIL, et il y a une information des personnes dont les données ont fuité. Et donc là, vous voyez, le législateur est venu pour corriger un peu cette, entre guillemets, mauvaise pratique que pouvaient avoir certaines entreprises ou certaines sociétés de remédiation pour justement renforcer les conditions dans lesquelles on pouvait prendre en charge un risque cyber en matière d'assurance. Donc maintenant, il faut le risque, enfin la cyberattaque pourra être indemnisée s'il y a eu un dépôt de plainte de la victime dans les 48 heures à la suite de la connaissance de l'attaque. Pourquoi ? Donc pour éviter que des cyberattaques au préjudice d'intérêts français passent sous les radars. Enfin, la confiance, effectivement, comme tout le monde l'a dit en fait, la cybercriminalité, les risques cyber, ce n'est pas hypothétique, c'est systémique. La question n'est pas si je vais être piraté ou si mon organisation va l'être, la question c'est quand. Du coup, si on ne travaille pas sur la confiance, et les règles juridiques viennent un peu contraindre ce travail, on risque effectivement d'être surpris et là, pour le coup, d'être submergé. D'accord. Alors peut-être, oui. Oui, j'aime beaucoup cette comparaison avec l'environnement parce qu'en fait, on a une excellente expérience de tous ces sujets-là. C'est les accidents industriels qui sont un petit peu la même chose. Et ce sujet de confiance, moi je l'ai connu sur le bassin en Normandie, justement, lorsque je travaillais pour l'État. Cette acceptabilité par la population des risques industriels vient du fait que le régulateur contrôle, met des règles pour qu'une fois qu'il y a AZF, il n'y ait pas un deuxième AZF. Pour qu'une fois qu'il y a un Lubrizol, on sache ce qu'il y a, on informe la population sur les effets et on rassure aussi en disant « ayez confiance dans l'industrie » parce qu'on a des cadres qui font que les accidents sont de plus en plus rares et que les impacts sont de plus en plus faibles. Et il faut qu'on apprenne de cela pour aller directement au niveau d'expérience qu'on a sur ce sujet industriel dans le cyberespace. Alors, avant de vous donner la parole, Gérard, oui, mais est-ce que c'est la réglementation qui...
Cette réglementation, oui, actuellement, les acteurs industriels qui sont Seveso, seuil haut, seuil bas, on peut le comparer à NIS 2, entité importante, entité essentielle, ce sont des choses qui sont extrêmement structurantes pour les équipes en interne des entreprises et qui tirent les sujets de formation des opérateurs, les sujets d'équipement des industriels. Il y a des contrôles par les DREAL et les organismes de contrôle. Toute cette organisation-là, elle existe sur les risques industriels. Moi, je prédis que ça va être la suite, un peu la même chose dans l'espace cyber, et on voit que justement, on le structure encore plus vite parce qu'on a ce retour d'expérience. Évidemment. Bon, on va éviter le prochain Seveso cyber. Alors, Gérard. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu? Oui. Non, mais la confiance est essentielle et juste un retour d'expérience très fort. En discutant avec pas mal d'IPO de très grandes entreprises, lorsqu'il y a une attaque cyber ou même lorsqu'il y a une condamnation par la CNIL parce que les mesures n'avaient pas été mises en place, il y a eu une fuite de données, quel est le principal risque d'une publication? Eh bien, c'est que en fait, le public ne fait plus confiance à l'entreprise et c'est des demandes de droits d'effacement qui arrivent si vous voulez, en importance, en quantité astronomique. Et donc, quand on sait que la donnée, c'est la valeur de l'économie numérique, l'effacement, c'est terrible pour une entreprise. Et c'est ça une des premières conséquences. D'où ces besoins de conformité. Et finalement, ce que je dis, la réglementation vient ici pour rassurer les gens et arriver à ce qu'on soit digne de confiance, ce qui est très important dans le monde numérique. Merci. Alors, bon, on a bien compris le concept, on a bien compris le cadre. Et maintenant, alors comment on gère cela j'ai envie de dire dans l'entreprise? Emmanuel, tu es membre d'une très très grande entreprise avec beaucoup de process, tu l'as rappelé tout à l'heure, 15 réglementations internationales à gérer, c'est un vrai casse-tête, j'espère que tu dors bien la nuit. Mais comment on fait concrètement? Après, on s'intéressera bien sûr aux structures un peu plus petites, mais comment ça se concrétise chez Dassault Systèmes? J'allais dire presque naturellement, face au premier projet de loi, on a déjà, ça fera plaisir à Gérard, constitué une vraie équipe juridique qui accompagne la cyber et qui accompagne la data. Voilà, je le disais tout à l'heure en plaisantant seulement qu'à moitié, on ne fait plus une réunion sans avoir un avocat autour de la table. En fait, on a tellement besoin de faire attention, de respecter un certain nombre de choses, que finalement, notre équipe juridique nous accompagne tous les jours et on a un vrai partenariat entre la cyber et l'équipe juridique qui s'est créée. Et ensuite, la deuxième conséquence, et là c'est un peu plus récent en termes de transformation, je parlais tout à l'heure de certification, nous on en a une bonne quinzaine aussi à gérer, plus les règlements, on s'est retrouvé en fait à devoir faire énormément en termes de conformité, en termes d'audit, en termes de capacité à faire face, qu'on a été obligé de restructurer l'équipe de gestion de gouvernance, de compliance et de gestion de risque. Donc on a restructuré complètement l'équipe cyber autour de la confiance, donc du trust en anglais, et autour de la GRC, ce qui fait qu'on a maintenant cette capacité à venir non seulement traiter de la cyber, traiter de la privacy, prendre en compte les nouvelles réglementations autour de l'IA, et vous savez que l'IA dans le soft, ça fait partie des gros sujets, et puis rajouter éventuellement tout ce qui était compliance, type qualité dans le logiciel ou dans la documentation. Et donc du coup, on se retrouve embarqué dans quelque chose qu'on voulait faire grandir au niveau cyber pour finalement élargir la GRC à un ensemble de scopes, et du coup, on a créé une énorme organisation autour de ça. C'est pas un peu usine à gaz ? Non, mais en fait, il faut essayer de faire plus avec pas forcément plus. Donc, en restant souple, en restant agile. On est allé chercher en fait de la synergie à travers toute l'entreprise, dans tous les pays, dans toutes les brands aussi, hein, parce que des fois on se retrouve avec des situations où on a plusieurs brands à harmoniser, et finalement c'est en allant chercher les compétences, les connaissances et les gens qui sont capables d'adresser les sujets à travers le monde dans une seule équipe qui nous permet de planifier correctement l'avenir. C'est centralisé, c'est pas chaque justement, chaque on n'était région pas dispersés, mais on avait 2-3 organisations différentes qui faisaient un peu le même boulot. On a rassemblé tout le monde sous une seule équipe cyber et GRC,
Et du coup, là, on a de la vraie valeur, on a de la vraie capacité de traiter le tsunami dont on parle. Voilà, et je pense que l'expérience acquise sur une région ou un pays peut servir. Moi, il me semble que j'avais entendu que le RGPD avait servi aussi de modèle à Singapour ou à d'autres pays En extra-européens. Californie, par exemple, c'est très proche du RGPD, Oui. effectivement. Donc là, ça, et puis d'un autre côté, comme je discute beaucoup avec les membres du CESA, on se rend compte qu'on n'a pas un référent cybersécurité dans toutes les entreprises, et en particulier dans les petites boîtes. Et finalement, on a besoin de leur faire passer un message comme quoi, si même vous n'êtes pas capable d'avoir une équipe comme Dassault Systèmes, mais que vous n'avez même pas encore un RSSI nommé à temps plein sur le sujet, allez chercher de l'expertise, allez contractualiser, allez chercher quelqu'un qui va venir vous accompagner dans le réglementaire, dans la conformité, mais aussi dans la résilience. Et c'est ça tout le sujet. Allez chercher Julien et Michael. Julien, peut-être par rapport à j'appuie les propos d'Emmanuel. Que tu travailles sur des entreprises de taille un peu plus modeste que Dassault des grands Systèmes. comptes. Et effectivement, j'appuie ce qu'Emmanuel disait, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie structuration des équipes cyber GRC. Je n'irai pas jusqu'à dire que la GRC devient tendance, mais presque. Je pense qu'il y a aussi un travail, Emmanuel l'a évoqué, le rapprochement avec le juridique, c'est un vrai point. Je pense qu'il y a un deuxième point qui va être autour du rapprochement aussi des équipes cyber GRC avec des équipes cyber opérations. Je pense que ça, c'est clé, et c'est ce qu'on va voir dans le futur, je pense, parce qu'on peut plus se permettre finalement de faire une photo à un instant T. On doit être, je prends souvent l'image de la photo et du film, on doit être plutôt dans une surveillance continue, et pour moi, il faut rapprocher aussi ces deux mondes. Et donc, toi, tu le vois, on a parlé tout à l'heure du rôle des donneurs d'ordre, des clients, il est essentiel aussi pour accompagner, parce que il faut quand même l'incentive, il faut une carotte quand même. Donc c'est vrai qu'on a parlé des sanctions, on y reviendra peut-être, qui peuvent être aussi pousser les entreprises, surtout les plus petites, à s'équiper et puis surtout à aller dans le bon sens. Les donneurs d'ordre, l'environnement aussi, qui a un effet vertueux, et puis la prise de conscience, et on va parler des opportunités aussi. Mais c'est tout un ensemble finalement. Complètement, et je pense que ça vient aussi pour des PME, des ETI, un avantage compétitif d'être conforme et d'atteindre un certain niveau de sécurité, puisque aujourd'hui ça peut aussi les écarter de certains marchés, de certaines collaborations avec des grands comptes. Michael, par rapport justement, si tu veux compléter ce que... Oui, effectivement, et c'est là qu'il faut, et que le rôle de l'État est important, le rôle du régulateur est important, c'est que pour qu'une régulation fonctionne bien, il faut justement que ce ne soit pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ceux qui passent des ressources à se protéger soient pénalisés parce qu'ils investissent sur un sujet qui est nécessaire pour tout le monde. Donc qu'ils ne soient pas les dindons de la farce à avoir leurs compétiteurs qui ne le font pas et eux qui le font. Et donc, effectivement, c'est important. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent. Alors, effectivement, pour les plus petits, ça ne va pas être les mêmes que ce que tu as décrit, Emmanuel. Mais pour les plus petits, ça va être de soit externaliser la fonction avec des consultants qui vont être capables de les accompagner. Et là, pardon, je vais encore faire une analogie. Mais le but de nous tous, de notre industrie, c'est que la cyber, ça devienne aussi standard que la comptabilité dans une PME ou une ETI. Et comment on fait sa compta? On prend un expert comptable. Comment on fera sa cyber? On prend un expert cyber. Et deuxième bonne nouvelle, et là je parle au nom d'Exatrust, qui est le regroupement des industries de cyber françaises, l'offre cyber française existe et couvre les besoins de ce tissu économique, donc il faut savoir le faire savoir, le faire sentir aux entreprises et puis adapter souvent les offres à leur quotidien. Et c'est bien de le rappeler, en effet, je ne l'avais pas rappelé en introduction, que tu es membre d'Exatros, une très belle association également qui est présente sur le salon. Gérard, vous voulez rajouter quelque chose et puis oui, après parce Mathieu. qu'il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui est important, et pourquoi il y a un besoin de lutte contre tout ce qui est cyber. C'est le terme patrimoine. En fait, dans une société, elle doit protéger son patrimoine, ses services, ses activités. Et d'une manière générale, tout doit se faire de manière loyale. Et on a une concurrence qui doit être faite de manière loyale. Le cyber, et notamment les cyberattaques, c'est toujours quelque chose qui est déloyal. Et donc, et ça apporte atteinte au patrimoine. Et donc, il faut comprendre pourquoi, à un moment donné, on a besoin
et les régulateurs sont en train de donner les codes de route dans le monde cyber, en disant, mais voilà, il y a un minimum que vous devez garantir à vos utilisateurs, à vos partenaires, à vos prestataires, et ça, vous devez le faire. Et c'est là où il y a un point qui est important. Et je pense que, alors, l'objectif, c'est la conformité, l'objectif, c'est créer la confiance, mais c'est aussi d'avoir une maturité, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est complexe, incertain, ambigu et dangereux. Oui, et d'ailleurs, vous le savez bien, on est quand même dans ce monde tous de la cybersécurité ici sur ce salon, mais même pour nous, et même pour vous, surtout experts, c'est complexe, et c'est de plus en plus complexe. Enfin, si quelqu'un lève la main s'il n'y croit pas. Mais, Mathieu, je parlais sur ce sujet, un peu gérer l'abondance réglementaire, comment se mettre en ordre de marche. Il y a une chose qui est importante, et je sais que les institutions publiques et gendarmerie, pas seulement, mais également la gendarmerie, vous avez un rôle important dans l'accompagnement, dans l'information, dans la sensibilisation. C'est primordial aussi. Oui, absolument. Après, on a encore le temps. Non, c'est parce que je vois que l'heure tourne pour les questions après. Je rebondis effectivement sur ce que Michael disait. La confiance, c'est la raison pour laquelle les services de l'État, l'ANSSI, mais aussi sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, vous avez des professionnels qui sont référencés, soit pour conseiller, soit pour intervenir après une crise cyber. De la même manière, la gendarmerie nationale, dont je fais partie, puisque mon uniforme l'indique, donc est présente sur 95% du territoire national, en Outre-mer aussi bien évidemment, et dans chaque brigade de gendarmerie, il y a des gendarmes qui sont formés à la cybercriminalité, c'est-à-dire que si une victime vient et dit on m'a défacé mon site internet, il y a au moins un ou plusieurs gendarmes qui savent de quoi on parle, et qui connaissent aussi l'infraction pénale associée. Le dispositif de prévention est aussi très allongé, enfin très présent dans les différents départements. Vraiment, je vous invite, si vous avez encore l'opportunité, à aller voir le stand du ministère de l'Intérieur, parce que vous avez des exemples et des démonstrations interactives de ce qui peut être fait. Très récemment, et j'en terminerai par là, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie et le ComCyberEmi, là où je travaille actuellement, on a fait une opération en lien avec l'éducation nationale qu'on appelle l'opération Cactus, qui consiste à envoyer aux enseignants, aux élèves et aux parents un faux mail, donc c'est du phishing, de l'hameçonnage en français, pour justement sensibiliser les jeunes à l'hygiène numérique. Et plusieurs articles de presse sont parus depuis hier, et on voit qu'il y a quand même un taux très important, aussi bien de parents que d'enseignants que d'élèves, qui cliquent toujours sur le fameux lien qui proposait soit des packs gratuits de jeux en ligne, soit des contenus pédagogiques gratuits pour les enseignants. Donc vous voyez, toute cette confiance, tout cet accompagnement, l'État le fait, le ministère de l'Intérieur le fait, d'autres services de l'État le font. Après, il y a beaucoup à faire, mais le process est en cours. Et il y a un gros travail de terrain, puisque moi-même j'ai dirigé pendant 2 ans le campus cyber des Hauts-de-France, et on travaillait étroitement avec la gendarmerie pour aller les uns et les autres sur le terrain, voir les petites collectivités locales, voir les PME, pour justement porter les messages. C'est important de le rappeler. Absolument. Voilà. Alors, si maintenant, une dernière partie, mais qui est tout aussi importante, comme je le disais au début, c'est un déferlement de tsunami, abondance, mais c'est aussi une opportunité. Emmanuel, tu m'as dit quand on a préparé, je crois que c'est toi, la conformité est une contrainte qui devient un avantage compétitif. Oui. Alors d'abord, j'ai oublié de dire tout à l'heure ce que tu m'avais dit, et c'est également pour boucler sur le passage d'avant, c'est attention, nous aussi, il faut qu'on le fasse, parce qu'il ne faut pas qu'on mette le business en danger, parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est ne pas se protéger, c'est mettre le business en danger, ça a été rappelé, mais maintenant ça devient un avantage compétitif. Ah oui, de toute façon, on se retrouve tous clients ou fournisseurs d'autres sociétés. Et je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur les territoires. Effectivement, il faut aussi embarquer nos territoires français et européens dans cette aventure de protection. Donc tout cet environnement fait que de toute façon, on a besoin de recréer de la valeur, recréer de la confiance. Le but finalement de la cyber, c'est d'accompagner son entreprise, c'est d'accompagner son business.
c'est d'accompagner les métiers. Et donc, à travers le regroupement que je vous ai décrit tout à l'heure, on s'est retrouvé à récupérer en fait des officiers de sécurité que vous pourrez voir comme des petits RSSI de brand en fait, qui travaillaient un peu trop tout seuls dans leur coin et qui maintenant sont embarqués dans une grande aventure pour avoir un objectif commun et des moyens communs pour essayer de mieux faire à plusieurs. Et ça, en fait, c'est important parce que finalement, c'est aussi ce que demandent nos clients. On a besoin de recréer ce socle de sécurité, de le partager, de le faire savoir, et puis de pouvoir parler avec eux. Et les associations comme le CLUSIF ou le CESIN aident aussi à créer ce lien entre nous, et c'est très important de le partager, de le faire savoir, parce que finalement, on est là pour sécuriser à la fois nos territoires et nos entreprises et nos business. Julien, tout à l'heure, a rappelé que les 2/3 des attaques venaient de la supply chain. Comment une entreprise comme Dassault Systèmes aujourd'hui embarque aussi ses sous-traitants, parce que c'est important. Alors, il y a en effet, dans certains secteurs, il y a certains secteurs d'activité où on met un peu en commun aussi et on accompagne les plus petits. Comment ça se passe Je ne vais pas pouvoir vraiment répondre à ta question directement, parce qu'on a un petit... c'est pas un travers, mais c'est une approche un petit peu différente à Dassault Systèmes, parce qu'on est très dans une approche souveraine. Donc, quand on a décidé de partir dans le cloud, oui, on a fait un partenariat technologique avec Amazon, qui est un énorme succès, mais on a aussi créé une petite boîte qui s'appelle Hotscale et qui nous permet d'avoir de l'infrastructure as a service pour construire notre offre. Et donc, en fait, tout ce que tu vois de l'extérieur, on le fait aussi à l'intérieur. On ne dépend d'aucun outil extérieur. Notre Software Factory est entièrement basé sur des outils internes. Bon, on a quand même quelques prestataires, je te l'accorde, on a quand même besoin de partenaires, on a quand même besoin d'aller chercher de la valeur à l'extérieur ou du service à l'extérieur, mais de toute façon, il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont la même approche que toi. Et donc finalement, lorsque tu as défini une feuille de route, quand tu as défini la direction dans laquelle tu veux aller au niveau sécurité, il faut la faire partager à ces prestataires et voir si en retour, ils sont alignés. Et finalement, c'est pareil, avant de signer le contrat, tu signes aussi une relation de confiance. Peut-être, Gérard, là-dessus, justement, on a parlé contrat, on a parlé relations de confiance. Là aussi, comment on embarque, parce que ça passe par des contrats, mais ça passe aussi par le juridique. Ah oui, et c'est très compliqué aujourd'hui. La question, elle a été soulevée tout à l'heure. On a des articulations entre plusieurs réglementations. Par exemple, si on prend DORA, NIS 2 et IA Act, à un moment donné, on peut très vite, alors qu'on était simple déployeur d'une solution IA, devenir ensuite un fournisseur de solutions. Et dans toutes les réglementations, il y a plein de problèmes qui sont exposés. Donc il faut avoir des contrats. Alors j'allais dire, dans le contrat, il y a deux parties qui sont importantes, dont notamment les annexes. Et il faut voir un petit peu dans les annexes qu'est-ce qui a été organisé et comment tout ça est structuré. Et puis, souvent la sécurité est en annexe de toute façon. Mais comme ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel, de plus en plus, en fait, les directions juridiques, les avocats sont en amont dans ces process. Il faut bien regarder un petit peu l'expression de besoin, les études de fiabilité, les certifications, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est quand même relativement important, et faire des tests d'intrusion, de montrer un petit peu que ce n'est pas simplement passif, c'est aussi dynamique, de telle manière à pouvoir protéger et montrer que c'est un organisme vivant. La sécurité cyber, c'est quelque chose qui est actif et qui est tout le temps remis en cause parce que les attaques, elles sont tous les jours. Vous l'avez dit, la clé, c'est quand. Donc, une fois qu'on est dans le quand, on met du comment avec notamment tout un balisage. C'est pour ça que la conformité est importante parce que ça, c'est mon approche, c'est-à-dire que finalement, à la fin, c'est pas tellement d'être conforme qui est important, mais c'est être vous défendable. Et si jamais vous êtes conforme, vous êtes défendable. Si vous êtes défendable, vous êtes aussi générateur de confiance. Et si vous êtes générateur de confiance, eh bien, vous développez vos activités parce que derrière ça, il y a beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui qui se font.
et qui nécessite de justifier un petit peu une conformité. Oui, alors on va y revenir justement parce que c'est un peu le nœud du problème aussi, ou du sujet. On a parlé de beaucoup de règlements, directives, lois, etc. Donc il y a le CRA. Si on prend les quatre à la mode en ce moment en Europe, le CRA, l'IACT, le NIS 2 et DORA, quand je suis chef d'entreprise ou quand je n'ai pas la chance d'avoir un service juridique à disposition qui est très, très efficace, je vois ça. Est-ce que je suis concernée? Est-ce qu'il y a des similitudes? Alors heureusement, les institutions, l'ANSSI, le cybermalveillance font tous un énorme travail pour essayer de nous éclairer, mais c'est pas facile. Je vais peut-être être concernée par NIS 2, mais je suis pas concernée par le CRA. Si je suis DORA, je suis pas NIS 2. J'ai un bout de NIS 2, j'ai un bout d'activité dans NIS 2, mais pas l'autre. Alors, Pour un vous avez chef raison. d'entreprise, on y reviendra, de taille moyenne, ça devient vite un casse-tête. Hein. Toutes les entreprises ne sont pas concernées par toutes les réglementations. Oui, mais Donc il y a par secteur, etc. Mais ce qui est important quand même, avec NIS 2 notamment, c'est que c'est la direction qui est aux manettes. C'est elle qui doit être, si vous voulez, qui est responsable et qui doit être en charge de ses responsabilités. Après, dans les autres cas, effectivement, ce sont les entreprises qui, dans leur secteur d'activité, doivent pouvoir justifier d'être conformes aux exigences d'une bonne sécurité. De toute façon, on parle de souveraineté, on parle d'indépendance numérique. Il faut aussi garantir en fait un service qui n'est pas à risque. Sinon, c'est. Oui, mais alors, moi j'ai eu un cas, parce que c'est très bien, ce salon, on discute avec plein de gens. L'ANSSI nous a demandé, en titre inclusif, d'aider à pousser, donc ils ont sorti Récif récemment, je pense que vous avez été également abordé, donc de demander de pousser ce nouveau référentiel qui doit accompagner les entreprises dans la future transcription de NIS 2. Donc il y a 3 niveaux, pour celles qui ne sont pas concernées, de façon à monter en maturité, les entreprises importantes et essentielles. Donc voilà, campagne de communication, d'information, inscrivez-vous, faites-vous référencer, etc. Bon, il y a des entreprises, j'ai cru comprendre, qui n'étaient pas pressées de se faire référencer, même si elles sont informées, parce qu'elles ont envie de passer sous les radars. C'est pas simple quand même, hein. Peut-être. Oui, en fait, moi je suis dirigeant de mon entreprise, qui est une petite entreprise. Est-ce que je connais le code fiscal et les règles auxquelles je suis soumis en termes de fiscalité ? J'en connais le moins possible. Vous avez un expert comptable. Et exactement. Et je fais confiance à un expert comptable pour lui connaître les détails. Je le paye chaque mois pour qu'il fasse en sorte de m'informer du minimum nécessaire à moi, mon pilotage et les décisions stratégiques nécessaires. Et je lui fais confiance sur ce sujet. Les sujets dont on a parlé ici, est-ce qu'on est NIS 2, est-ce qu'on est DORA, etc., ça devrait, de la même manière, et ceux qui y arrivent le font, être transmis à un expert cyber qui intervient comme un expert comptable dans l'entreprise, qui informe la direction et qui déclenche éventuellement les travaux opérationnels dont il y a besoin et qui va structurer les investissements. Et donc, de la même manière que un dirigeant ne va pas spontanément s'inscrire à une liste de contrôle fiscal, il y en a qui vont peut-être comprendre que c'est ça, même si, évidemment, je précise ici qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas l'intention de l'ANSSI et ce n'est pas comme ça que c'est perçu, mais peut-être certains peuvent le comprendre comme ça. Quand vous êtes membre d'Exatrust, donc quasiment tous vos adhérents vont être concernés par le CRA, ils y vont allègrement ? Ils sont... Pour le coup, tout le monde le sait et tout le monde suit ces textes-là. Donc oui, tout le monde sait ce qu'il en est, se prépare. Allègrement, tout le monde sait que c'est nécessaire. Mais ils sont conscients aussi que derrière, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de l'avantage compétitif. C'est aussi, ça va être un gage aussi de confiance. Absolument. Et l'industrie demande qu'on crée ces labels qui permettent de structurer et permettent de confirmer, encore une fois, comme l'industrie demande qu'il y ait des règles pour que la population ait confiance. Le business repose sur la confiance, il faut qu'on crée l'architecture pour l'organiser. Julien, c'est peut-être, et après Emmanuel, Julien, justement sur cette maturité, cette montée en maturité, l'accompagnement de ces petites structures, tu peut-être
rebondir Comme sur- je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que l'accompagnement, il se fait au travers des relations qu'on peut avoir entre des grands comptes et des comptes plus petits. Je pense que ça passe aussi à travers, on a travaillé l'esprit de communauté, je pense, on a parlé du Césin, l'inclusif, là au travers les Clusir, les campus cyber, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ces dernières années, justement pour que tout le monde puisse engager, comprendre un petit peu à quoi il fait face en termes de réglementation et comment on l'aide. Et je pense qu'il commence à avoir un parcours un peu fléché, je pense, qui commence à aider tout le monde à avancer dans la bonne direction sur ces sujets, oui. Mhm. Emmanuel? Je voulais juste rappeler effectivement qu'il y a le nouveau framework qu'a sorti l'ANSSI pour accompagner les gens dans cette démarche de conformité par rapport aux nouveaux règlements. On a parlé pas mal de CRA, sans rentrer dans les acronymes anglo-saxons. Dès qu'on a un bout de logiciel quelque part, on doit se poser la question. Voilà. Alors ensuite, NIS 2, c'est plutôt quel est le cœur de métier du RSSI, c'est quelle est la gouvernance cyber que je mets en place. Et ce que je voulais dire à la fin, c'est finalement cet ensemble de réglementations ou de lois est complémentaire. On n'a pas trop de chevauchement à proprement dire, en tout cas pour l'instant. On peut avoir du chevauchement quand on regarde à l'international les autres réglementations, mais au moins en Europe, on a un fil conducteur qui est relativement bien fait. On a des lois qui s'interfacent, mais qui ne se chevauchent pas. Et donc, quand on rajoute, par exemple, l'IA, c'est un autre pan de réglementation qui vient se rajouter, mais ça ne chevauche pas ou ça ne contredit pas les règlements que j'ai cités tout à l'heure. Donc voilà, on a quand même la chance que ces nouvelles directives et lois sont bien écrites, sont bien pensées. Après, derrière, j'aime bien le terme, par contre, de accountable en anglais. Ça veut dire que le patron de la boîte est en charge, et il n'est pas responsable, mais c'est lui qui doit s'assurer qu'il met en place tout ce qu'il faut, y compris sur les sujets cyber. Oui, puis dans le CRA, il y a un terme qu'on n'a pas employé, mais on pourrait en discourir pendant 2 heures, de résilience. Ça aussi, ça doit être dans la tête des entreprises. Moi, je voulais revenir sur juste un point entre les règlements où vous avez des obligations. Certaines sont de moyens, d'autres sont de résultats. Donc ça, c'est important et on ne peut pas y déroger. En revanche, dans un référentiel, c'est non contraignant. En revanche, si jamais il y a un problème, on pourrait se poser la question, comment se fait-il que vous n'avez pas mis en place ce référentiel, qui est déjà un parcours, ce qui est très intéressant. Il balise et il donne des indications. Et ensuite, il y a un autre phénomène, c'est qu'à partir du moment où vous suivez un référentiel, et vous devez donc effectivement faire appel à des tiers de confiance, parce que là aussi, le référentiel, il est là aussi pour être fait par quelqu'un qui va contrôler que ce que vous faites est bien et conforme. Mais ensuite, il faut le respecter. Et le référentiel, c'est simplement une image à un moment T. Et alors, comment on fait? Et on a un gendarme qui va non, aller mais vous regarder. c'est comme avec votre expert comptable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des tests, on montre un petit peu, on regarde si c'est à jour, il y a des mises à jour, il y a un suivi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ce qui est important, c'est que derrière la conformité, on demande aussi aux entreprises d'avoir de la maturité. C'est-à-dire qu'on s'est mis ça y est, c'est acté et on va au-delà, puisqu'on cherche la résilience. Et donc la résilience, c'est véritablement ne plus accepter, si vous voulez, les attaques. Emmanuel et après Mathieu. Je voudrais compléter un petit peu les propos de Gérard. En fait, concrètement, il faut qu'on se mette dans une position où, quand ces lois ou directives vont être officiellement applicables, on devra pouvoir faire face à un audit. Voilà. Sur une visite de l'autorité viendra un jour contrôler qu'on a fait ou mal fait quelque chose, et on doit se mettre en position de pouvoir démontrer que on a mis en œuvre ce qu'il fallait pour pouvoir respecter non seulement la conformité, mais aussi démontrer qu'on a fait correctement. Et finalement, là, je voudrais faire le lien avec les certifications, parce que ces certifications nous obligent à avoir un audit interne, un audit externe quasiment tous les ans. Et donc, on prend un réflexe, on prend une habitude de travailler sur des contrôles, sur des mesures de sécurité, et le fait qu'on soit en capacité de démontrer qu'elles marchent. Voilà. Et finalement, la prochaine étape, je pense, une fois qu'on aura digéré toutes ces nouvelles réglementations, ce sera de se mettre en capacité de faire face à un audit. D'accord. Mathieu, peut-être sur ces sujets aussi, parce que vous m'avez dit, moi je veux porter un message positif, donc ça va dans le sens aussi, hein, résilience, audit, conformité, je pense qu'on est aussi dans ces propos. Après, effectivement,
objectivement, les choses évoluent quand même favorablement, je trouve, par rapport à ce que cela pouvait être il y a encore quelques années. Après, le bon indicateur, finalement, paradoxalement, c'est les sanctions ou les enquêtes qui sont ouvertes, justement, puisque quand vous mettez en place, au niveau national ou international, des obligations juridiques à la charge d'une entreprise ou d'un acteur quelconque, s'il n'y a pas de sanctions derrière, si la personne fait n'importe quoi, ça ne sert à rien en réalité. Et c'est intéressant de voir les différentes procédures qui ont été ouvertes par la Commission européenne, je pense notamment au réseau social X de Elon Musk, ou envers d'autres acteurs avec des amendes qui ont parfois été prononcées pour des montants considérables, pour des problématiques de non-respect des dispositions qui s'appliquent à la protection des données à caractère personnel. Enfin, tout ça va quand même dans le bon sens, c'est-à-dire que le cyberespace n'est pas un Far West où on peut faire n'importe quoi avec vos données, avec nos données. Encore une fois, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent pour accompagner, pour signaler, pour former aussi. Je pense au campus cyber, là où vous êtes actuellement, il y a un certain nombre d'acteurs, publics ou privés, qui permettent aussi de former la population et de former les chefs d'entreprise. Donc tout ça, il faut s'en réjouir, mais effectivement, naturellement, je ne suis pas naïf, il y a encore beaucoup à faire. D'accord. Alors on arrive au terme. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste, oui, mentionner un acteur qui devient essentiel dans le traitement de ce tsunami réglementaire, c'est l'intelligence artificielle. Et je sais, Julien, que tu seras d'accord avec moi. Moi, ce que je constate au niveau de l'industrie, c'est que ça va justement faire un joueur de plus dans l'équipe qui va pouvoir, surtout sur des textes où l'IA est très forte, aider à engranger ce volume qui est important et à aider les humains à vraiment se concentrer sur ce qui est important, l'opérationnel, le concret, le résultat, et déléguer finalement une partie qui est fastidieuse du travail réglementaire. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'IA pour une fois sur une des tables rondes, mais bien sûr, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui va avoir un rôle essentiel. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? On ne vous voit pas, donc... Ah, merci. Tu les réveilles, là. Personne n'a de questions? Bon, alors moi, j'en ai encore... Il y en a une. Merci, Emmanuel. J'en ai encore autrement dans mon stock. Bonjour, j'avais une petite question du coup. Hier, il y avait une conférence au stand européen, enfin au village européen, du coup justement sur les certifications européennes, notamment EUCC, qui devrait être enfin, je n'ai pas forcément tout compris, je ne résumerai pas aussi bien que les speakers de hier, mais du coup, qui pouvait présenter la certification EUCC comme une certification similaire à CRA pour le scope européen. Est-ce que, du coup, justement, Emmanuel, vous disiez que sur plusieurs pays, vous pouviez avoir des certifications qui se complètent et qui se superposent plutôt. Est-ce que vous pensez que des certifications au niveau européen seraient une solution et une bonne chose pour éviter ce genre de problème, quoi? Alors, je vais faire un petit lien avec la souveraineté ou la dépendance numérique, vous les appellerez ça un petit peu comme vous voulez. Il faut qu'on arrive à grandir sur la dépendance numérique au niveau européen. Donc, de toute façon, dans le sillage de Nice 2, de Dora, etc., arriver à avoir une réglementation qui explique ce qu'on attend des fournisseurs en termes de dépendance numérique à l'échelle européenne et en particulier sur le cloud, bien entendu que c'est nécessaire. Le seul point, c'est qu'on voit que ça patine un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Donc, il y a aussi besoin que les Européens arrivent à parler d'une même voix. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et j'ai bon espoir qu'on ait un équivalent d'un SAC New Cloud à l'échelle européenne très, très bientôt. De toute façon, si nous, on n'arrive pas à se structurer, on va rester avec des silos étatiques et on ne va pas réussir à avancer. On voit très bien que de toute façon, les Allemands ont déjà fait une approche. On voit aussi les Espagnols et les Anglais qui commencent à prendre des directions dans ce sens-là. Donc, on a besoin de ce genre d'approche européenne définitivement et sur le cloud en particulier.
Et moi, je constate une grosse différence sur les règlements européens, enfin justement, différence entre NIS 2 qui est un règlement européen, une directive européenne, pardon, et qui doit être transposée, et on voit bien les difficultés qu'il y a en France comme dans d'autres pays européens pour le faire, et DORA, qui est un règlement qui s'applique sans transposition et qui là est déjà pris en compte par l'industrie, et donc ça fait gagner quelques années, donc j'imagine qu'on en tirera quelques conséquences. Est-ce qu'il y a une autre Merci. question? Ah bah, c'est Emmanuel qui fait Monsieur Loyal. C'est où? J'ai pas vu. Merci. Nous avons des intervenants formidables. Merci pour votre intervention. Moi, c'était par rapport à Mickaël, votre analogie par rapport en fait aux experts comptables, qui est assez intéressante. Sauf qu'en fait, ils engagent leurs responsabilités parce qu'ils sont assermentés comme des avocats éventuellement. Nous, en cyber, on est tous en train d'être plus ou moins experts. En fait, on n'est pas assermentés. Donc, du coup, pour le CEO, le PDG, en fait, de prendre confiance d'un tiers, c'est là où c'est plus délicat pour nous de les convaincre, parce qu'en finalement, on n'engage pas notre responsabilité. Est-ce que c'est pas sur cette voie-là qu'il faudrait peut-être aller? Alors, je ne sais pas comment, je ne suis pas juriste, mais pour moi, c'est la délicatesse de faire convaincre des PDG en fait, d'aller. Alors, les directives, elles sont ce qu'elles sont. Après, est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils ne vont pas, c'est leur responsabilité. Mais par contre, comme vous disiez, c'était très bien, c'est que vous avez besoin de gens de confiance pour vous faire accompagner sur des sujets. Et aujourd'hui, on voit, on est en transposition avec d'autres partenaires, et les discours peuvent se concorder et s'annuler par rapport à qui intervient et qui discute. Et je trouve que ça, c'est... voilà, comment vous arrivez-vous à transposer ça par rapport du coup au PDG que vous rencontrez pour vos missions? Alors, les clients du coup de la plateforme Contrôle sont les consultants qui l'utilisent, et effectivement, actuellement, c'est une question de marché. C'est-à-dire que la profession n'est pas encore organisée avec un ordre des experts cyber. Peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, pour l'instant, c'est effectivement le marché qui régule, qui donne confiance ou pas. Donc, il y a une question de marketing, il y a une question d'implantation, une question de taille. Parfois, justement, il y a une question aussi de professionnalisation par des outils qui donnent une image de stabilité et qui, finalement, va montrer que l'expert, il s'appuie sur un standard de l'industrie et donc, ça lui apporte une forme de cohérence et de crédibilité. Et donc, pour l'instant, effectivement, c'est une question business, une question de marché, de donner confiance. Moi, j'apporte juste un petit... alors, c'était une analogie qu'avait faite tout à l'heure Mickaël, mais ça veut dire aussi que s'il faudra avoir, s'il y a un ordre, il faudra aussi des cotisations, il faut avoir aussi une responsabilité professionnelle et donc des cotisations, et ça voudra dire aussi que tous ceux qui sont experts cyber et qui pourraient amener tous ces points auront des prix qui vont être démultipliés parce que tout ça, après, sera répercuté sur les clients. Bon, non, mais c'est simplement pour vous montrer aussi un peu le point. Et c'est aussi un des phénomènes pourquoi vous avez, par exemple, des avocats qui sont dans des groupes, notamment sur ces questions-là, c'est qu'ils engagent aussi leurs responsabilités si jamais il y a des défaillances parce qu'ils ont une responsabilité professionnelle. Voilà, c'est simplement, il y a des coûts aussi derrière ça. Et à tous ceux qui disent qu'on est toujours trop cher, il faut vous dire aussi qu'il y a des garanties, que ça se paye aussi sur cet aspect-là. Voilà. Mais c'est une belle analogie. Et forcément, si on va vers des certifications, vous aurez peut-être les moyens ou les référentiels et les labellisations, pourquoi pas, ça pourra être des garanties qui pourront être apportées et sécuriser l'activité. Et d'ailleurs, l'État prend une part de ce rôle là-dessus, avec le label Expert Cyber, on en parlait de cybermalveillance, le référentiel PACI, PAX, et certains de ces labels qui viennent répondre pour une partie du marché, c'est pas idéal. Pour l'instant, on est dans cet entre-deux. Il faut voir justement, est-ce que la profession va vouloir se standardiser sur cette voie, suivre ces voies-là, ou bien ouvrir une nouvelle voie. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, encore une fois, elle vient apporter beaucoup à cette profession. Nous, on a fait une étude là-dessus, vous pouvez la retrouver chez nous, chez Contrôle, justement, que sera le consulting en 2030, et probablement que cette question sera au centre de l'avenir pour donner confiance en masse
aux dizaines de milliers d'entreprises qui doivent se réguler. Oui, puis c'est aussi une preuve de la montée en maturité de l'industrie. Donc c'est quand même une industrie relativement jeune, donc on voit que quand même les choses avancent dans le bon sens, comme vous l'avez rappelé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, Emmanuel. Emmanuel, tu es formidable. Mais, Emmanuel, non, mais Je fais le café aussi. Des intervenants extraordinaires. Merci beaucoup. Merci. Je m'occupe de la GRC chez SFR. J'avais une question plus sur la composante humaine et particulièrement sur l'interprétation non seulement des lois, des directives, et également dans la cotation du risque. Parce qu'on se rend compte en fait, alors on a une bonne base comme vous le disiez Emmanuel avec l'ISO 27001, l'HDS et compagnie, sur toutes les certifications, on a comme une bonne base, une bonne structure qui amène une certaine maturité dans les entreprises. Après, ce qu'on voit dans les ateliers, et nous aussi, on a des gens du légal qui viennent régulièrement dans nos réunions, à tel point qu'on les a intégrés maintenant carrément dans le périmètre cyber, enfin dans l'équipe cyber. Et on se rend compte qu'en fait, il y a toujours de l'humain, et une certaine interprétation. Et en fait, quand vous faites un atelier avec une personne ou une autre, vous n'allez pas obtenir le même résultat, vous n'allez pas obtenir le même risque, et du coup, pas les mêmes remédiations, les plans de traitement du risque. Et en fait, cette gestion de l'humain dans les différentes cotations, les différentes interprétations des directives, je voulais savoir comment vous, dans votre expérience, c'est géré, et comment vous voyez la chose. Est-ce qu'on part vers quelque chose qui va s'automatiser avec un peu des cadres uniques et uniformisés, ou est-ce qu'on va avoir des grandes disparités entre les entreprises qui font que on ne va pas gérer ça de la même façon, et peut-être qu'une entreprise va se faire toper, alors qu'en fait, elle aurait dû avoir la même analyse qu'une autre entreprise? Alors, il faut les faire participer à nos réflexions, à nos stratégies. Il faut qu'on ait aussi leur aval sur la façon d'avancer, sur les mesures à appliquer éventuellement. Mais quand on fait une analyse de risque, pour l'instant, je n'ai pas encore un juriste systématiquement dans tous mes interviews. Donc, vous connaissez les méthodes, notamment les méthodes françaises. C'est plusieurs interviews, il faut aller confronter les approches, il faut aller chercher des opinions différentes. Et c'est finalement la richesse de tous les cerveaux mis en commun sur des sujets particuliers ou des scénarios d'attaque qui nous permet de sortir les mesures de sécurité. Mais finalement, on en revient à cette mesure de sécurité, ce contrôle que l'on décide de mettre ensemble en place. Il faut qu'il soit auditable aussi. Il faut avoir un lien avec nos équipes juridiques, ça c'est pas un problème, et au contraire, mais à un moment donné, il faut que nous, on soit aussi force de proposition et qu'on dise, bon, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et d'un autre côté, il y a énormément de frameworks, y compris internationaux, qui viennent enrichir cette somme de contrôle. Et l'une des complexités que l'on a, nous, à l'heure actuelle, c'est voilà, on a 400 contrôles sur la table, comment on fait pour les mettre en œuvre, à quel framework on les attache, et c'est finalement aussi peut-être un petit peu du côté de l'outillage, voire de l'intelligence artificielle, où il faudra aller chercher la solution. Gérard? Oui, alors juste, mais ça c'est l'avocat, c'est le roi de l'interprétation. Donc, juste n'oubliez jamais une chose, c'est que en fait, lorsque l'on parle de conformité, on parle de mesure. Et donc c'est à vous à mesurer. Donc, et il est très bien, et j'allais dire que pour votre tranquillité, il faut que vous ayez la possibilité d'avoir des interprétations. Après, vous avez des doctrines, vous avez des référentiels, vous avez des indicateurs qui vous permettent d'avoir, si vous voulez, de juger. Mais, et c'est là aussi que c'est important, c'est que tant qu'il y aura de l'interprétation, vous ne serez jamais remplacé par une machine. Mais le jour où, en fait, on va vous dire c'est comme ça, on n'a plus besoin de vous, on mettra une IA, mais une IA qui va contrôler une machine, c'est une machine qui s'autocontrôle. Et donc, si vous voulez, il y a encore d'autres problèmes. Donc, il y a derrière le risque, on demande une décision. Et donc, à vous, quand on écoute tous les intervenants qui étaient venus ici, ils disaient qu'une des clés de la cybersécurité, c'était l'information. Donc l'information, c'est aussi une question d'interprétation. Donc vous voyez, c'est quand même un bien nécessaire là-haut. Là. Julien. Oui, je pense que l'IA est en partie une réponse sur, tu évoquais un petit peu le biais un peu du consultant et de l'analyse en fonction des analyses de risque qu'on réalise, des workshops, etc. Donc l'IA va permettre, à mon avis, de formaliser, d'aider, d'accélérer certains de ces aspects. Il y aura toujours, à mon sens, l'humain dans la boucle, ça c'est indéniable. Mais c'est sûr que on va essayer de formaliser de manière un peu plus ferme. Après, il y aura toujours une notion aussi d'appétence au risque de chaque entreprise, de chaque organisation, qui permettra du coup de prendre en compte ces différentes mesures, comment je les décline et comment je les mets en œuvre dans mon accompagnement. Juste un point qui est très intéressant, mais regardez, il faut que vous suiviez tout ce qui va se passer aux États-Unis, avec notamment la responsabilité de Meta sur les fournitures de leurs services auprès des mineurs.
En fait, pendant très longtemps, on attaquait, si vous voulez, Meta sur des questions de services qu'il fournissait. En fait, on lui dit maintenant, mais par nature, tu aurais dû mettre en place un système qui devait être sécure et protéger les mineurs. Il faut voir un petit peu, et là, ils vont gagner, si vous voulez. Les actions vont triompher. Et donc, ça voudra dire que quelque part, on va demander la sécurité by design. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver. Avec les CRA notamment. Ouais, et by default, même, on va dire, et par défaut. Donc ça voudra dire que dès le départ, quand vous mettez une solution dans le circuit, vous devez avoir anticipé toutes les conséquences que cela pourra entraîner. Il va falloir savoir si tous vous acceptez de faire ça. Et enfin, une dernière chose qui me fait quand même... J'attire votre attention parce que tout le monde parle d'IA. Faites attention, dès lors que vous utilisez l'IA pour vos clients, vous devenez non plus déployeur, mais fournisseur. Et donc, vous avez les mêmes obligations que les fournisseurs d'IA. Et donc, ça veut dire des responsabilités de transparence, de robustesse qui engagent vos responsabilités et qui font que la seule solution que l'on aura pour de l'IA que vous voulez faire utiliser auprès de vos clients, c'est d'avoir un IA souverain. Et donc, ça met des enjeux qui sont terribles. Et à l'heure actuelle, toutes ces articulations nous posent de véritables problèmes. Est-ce que finalement, on va pouvoir véritablement utiliser l'IA ? C'est un enjeu qui est colossal et c'est la réponse que vous devrez apporter pour l'année prochaine, certainement. Alors, ce qui est très bien avec un avocat, c'est qu'on a toujours le mot de la fin et puis surtout, on a le sujet du prochain débat. Un grand merci à tous les 5 et merci à tous.